Bonjour à tous, Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. bienvenue à ce 10e Expert Insight. On est déjà 45, on va peut-être se donner une petite minute pour attendre les derniers. Ce que je vous propose, c'est d'écrire dans l'onglet chat la ville dont vous êtes connecté. Comme ça nous donne un peu une idée de qui est où. Et pareil, dans l'onglet sondage, vous précisez si vous êtes sales ou market. On a vu qu'il y a pas mal de CMO, pas mal de VP sales, pas mal de founders aussi, des représentants du product marketing et du branding. Donc, ça nous donnera un petit overview avant de commencer les festivités. Paris, évidemment. À Palerme, probable. Sympa, Palerme. Versailles, Casa. Casa, je vais au Maroc demain. Normandie. Paris Grosse. Ah, trop marrant, Paul, t'as mis ton métier aussi. Béatrice, Vandy, pareil. Il y a un mix entre pas mal d'experts avisés et pas mal de curieux. Bordeaux. Citoyens du monde. Bienvenue au bruit. Et Younes Haussmann. Il n'y a plus Paris, là. C'est direct les bureaux Avisio. Younes qui dirige la branche mentoring d'Avisio. Maison Lafitte. Je vais quand même vous mettre, parce que moi, pas de blague sur la connexion Wi-Fi, mais je suis connectée aujourd'hui de Strasbourg. Rue Rambuteau, hello Charles. Trop bien. Bon, mais top. Alors, on va commencer tout de suite. Et Nautil Paris qui bosse dans la team Avisio aussi. Top. Peut-être juste un petit mot pour vous présenter Avisio en un mot. On ressemble à un cabinet de recrutement. On n'est pas un cabinet de recrutement. On a un réseau de 500 top managers de la tech à Paris, en région, avec une poignée à l'international. Et on a pour objectif, ces experts partagent leur réseau et partagent aussi leur expertise métier, et ce qui permet à des boîtes plutôt tech de faire des super recrutements avec des talents hors marché. D'ailleurs, je crois que Raphaël et Andy ont une petite actu, ils vous en parleront plus à la fin. Et moi, dans tout ça, j'anime ce réseau de 500 et je bosse étroitement du coup avec ces experts. Et aujourd'hui, du coup, Raphaël et Andy sont deux de ces experts du réseau, c'est-à-dire des top managers qui partagent expertise et réseau. Et on est aujourd'hui au 10e Expert Insight. Concrètement, les Expert Insights, c'est des moments un peu privilégiés. Ça ne ressemble pas à des keynotes, c'est plutôt des conversations en off. On n'a pas vraiment une préparation ni avec Raphaël ni avec Andy. L'objectif, c'est plutôt qu'ils partagent leur point de vue, leur réalité métier et terrain sur une thématique forte qui est celle de sales et market. Donc, on va parler de ça pendant 45 minutes. L'objectif, c'est de prendre toutes vos questions. On n'a pas de roadmap, on a 5 grandes thématiques qu'on aimerait aborder, mais on prendra les questions au fur et à mesure. Et la thématique, vous vous doutez, sales market, c'est un peu provoque, on aime bien. Et dans le réseau, au quotidien, on entend souvent parler, on entend beaucoup de choses, en fait, je pense, sur la collab et l'alignement entre sales et market. L'idée, c'est de démystifier tout ça. Aucun des deux n'est un expert du sujet, mais ils vous donneront leur point de vue et comment ils appréhendent ça dans leur quotidien, à la fois chez Gymlib et chez Swell. Du coup, je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots. Yes. Alors, donc, je m'appelle Andy Camara, je suis Head of Sales chez Swile depuis 4 ans maintenant. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer l'entreprise quand on n'était qu'une petite dizaine. Et maintenant, on a un peu plus de 400. Et pour ceux qui ne connaissent pas Swile, c'est la technologie au service de l'engagement des collaborateurs avec 2 produits. Le premier, c'est la Swile Card, qui regroupe l'ensemble des avantages salariés, titres resto, titres cadeaux, etc. Et le deuxième, c'est la Swile App, qui a vocation à devenir la super app des employés. Voilà. Top. Et tu arrives de l'écosystème Groupon, c'est ça? Exactement. J'étais chez Groupon juste avant pendant 5 ans. Et avant, rien à voir, j'étais dans le luxe chez Cartier. Trop bien. C'est bien, c'est un overview assez général. Ouais. Et toi, Raphaël, du coup? Et donc moi, je suis chez Gymlib maintenant depuis 3 ans et demi en tant que CMO. Et avant, j'ai pas mal, on va dire, baroudé dans les startups avant d'arriver dans le sport. Et chez Gymlib, donc historiquement, on avait une activité B2C. Quand je suis arrivé, on a migré vers du B2B progressivement pour être 100% B2B. Et maintenant, notre activité est de proposer un abonnement sport et bien-être à destination des salariés des entreprises pour leur donner un accès à tout un réseau de plus de 4000 partenaires, comme des activités comme du yoga, de l'escalade, du golf, du fitness et compagnie. Et on part aussi un peu comme Swile, un peu, mais plus sur des sujets de sport et bien-être avec des sujets liés à l'engagement.
Merci. Parce que moi, je récupérais un chargeur. Top. Merci pour cette petite presse. Peut-être que vous pouvez dire en un mot juste comment aujourd'hui vous êtes structuré au niveau de vos équipes. Yes. Alors, je vais commencer. Donc, nous, on est organisé par tribe. On a des petites tribus. Et en fait, dans chaque tribe, on a du marketing, du sales, du CSM et de l'INO. Et en fait, ça nous permet de nous focuser en fait, sur le même sujet et garder un point de vélocité et d'agilité. Donc, on a la tribe corpo et la tribe affiliate. Donc, c'est un peu supply et demand. Ok. Et du coup, toi, tu gères la partie affiliate. Exactement. Okay. Trop cool. Rappelle juste un mini overview pour qu'on puisse avoir la bonne vision avant de se lancer. Et nous, alors on est un peu comme Swile pour le coup, on a trois cibles. On a les partenaires, on a les corpos, les entreprises et les utilisateurs. Et en fait, nous, au marketing, on est un service support qui aide les autres services qui s'adressent à ces différentes cibles. Et donc au sein, moi, j'ai géré 3 équipes. Une qui n'est pas du marketing d'ailleurs, qui est le Customer Success, qui s'adresse plus aux utilisateurs. Donc, il va faire du Customer Care et Customer Success. Une équipe qui va être plus Growth ou Marketing Performance et une équipe Brand. Et aujourd'hui, chez Gymlib, donc on est à peu près une centaine de personnes réparties sur 2 pays et bientôt plusieurs. Il y a de l'actu qui arrive, trop bien. Trop cool, merci. Du coup, maintenant que le décor est planté, petit rappel, du coup, posez vos questions dans l'onglet questions. Vu qu'on est déjà 60, ce que je propose, il y a un système d'upvote. En gros, les questions qui vous paraissent les plus pertinentes, vous votez pour. On les prendra par cet ordre de priorité. Et c'est vraiment comme un Q&A. Donc, n'hésitez pas, vous notez votre question et hop, on la prend en live. Et donc, pas trop de règles. Et là, peut-être la première, ce sera du coup la mienne. On entend quand même beaucoup de choses sur l'alignement sales et market. Je crois qu'il y a quand même pas mal de clichés qui arrivent aussi du monde corpo, mais on peut les retrouver dans l'univers startup. Comment est-ce que vous avez compris la nécessité d'aligner sales et market et comment vous l'avez vécu? Vous avez 4 heures. Très vite. Très vite parce que en fait moi je suis arrivé au moment du pivot B2C B2B et en fait je suis arrivé alors il y avait déjà une équipe marketing pour le coup mais qui avait des logiques très B2C et on avait quelques sales aussi mais pas beaucoup, on doit en avoir 3-4 à l'époque. Moi je suis arrivé, on devait être une petite vingtaine de salariés. Et donc en fait on a essayé de s'inspirer de ce qui se faisait de mieux sur le marché. Il y a 2 livres qui sont assez connus sur le sujet. Qui est le premier, c'est le livre de Salesforce sur je sais plus, Predictable Revenue. Alors après c'est des modèles très américains et bon qui datent un petit peu maintenant, mais en fait qui sont toujours bons à connaître. Et donc c'est une vision très théorique du travail avec ce qu'il faut faire côté sales et puis in fine côté marketing. Et HubSpot, c'est Sales Acceleration Formula, qui me semble beaucoup plus actuel et qui a beaucoup de bonnes pratiques. Et pour moi, ça a été un peu mes deux bibles. Et on en parlait aussi avec Elite, il faut aussi voir tout ça dans le cadre de la taille de la boîte, parce que bien entendu, quand on était 20, on n'a pas du tout la même organisation que maintenant où on est plus d'une centaine. Et quand je dis plus d'une centaine, ça inclut aussi tous les prestats et freelance. Enfin, ça n'inclut pas tous les prestats et freelance. Et donc, du coup, on a beaucoup de nouveaux process qu'on n'avait pas avant. Et en fait, la première chose, c'est de connaître un peu ses ambitions et ses ressources avant de vouloir mettre plein de logiques d'automation, d'inbound, de choses comme ça. Donc, le mieux, c'est de regarder ce qui se fait, peut-être regarder loin de ce qui se fait. Et après, c'est ce qu'on a fait. Et après, d'y aller petit à petit. Donc, au début, ça se limite à de la lead gen, ce qu'on faisait. Ce que beaucoup pensent, que résume beaucoup le marketing, en tout cas la lead gen. Et maintenant, on est devenu beaucoup plus un service support dans tout le cycle de vie d'un client. Donc voilà un peu les premières initiatives. En fait, c'était de recruter des équipes adaptées, soit sur de la lead gen, soit en sales. Et progressivement, on a fait migrer
les responsabilités des équipes en créant des différents postes, des SDR, des account executives, des account managers. Et côté marketing, on est découpé en deux maintenant avec growth et brand. Et en fait, l'équipe growth va accompagner toute la phase de cycle de vie du client pour s'assurer de la signature et après même. Alors pas eux, ce que pas forcément la rétention, mais en tout cas l'équipe brand va prendre un peu le relais avec les AM pour la rétention. Donc en résumé, je pense qu'il faut vraiment y aller progressivement, commencer peut-être avec de la lead gen au début, et ensuite s'occuper vraiment de toute la phase de vie du client avec des campagnes outbound and inbound en toute mesure de vos ressources. Ouais, intéressant d'être allé regarder un peu ce qui se fait ailleurs avant de vous lancer et de faire votre propre sauce. Est-ce que côté Swile, alors toi en plus on dit que tu as vécu très petite équipe, aujourd'hui gros scaling, comment ça s'est mis en place chez vous? Yes, alors nous on a commencé par recruter des sales dans un premier temps et en fait on s'est vite rendu compte qu'on avait un vrai besoin marketing, que ce soit brand ou growth, parce que comme chez toi, Raphaël, on est divisé en deux équipes. Donc, il y a vraiment marketing business, growth, lead gen, etc. et brand. Et en fait, on est arrivé sur un marché avec quatre acteurs historiques. Et en fait, personne n'avait jamais entendu parler de nous. On marchait beaucoup à la reco, mais sans market, c'était un peu compliqué. Et je pense qu'on commence à être un peu connu par justement les opérations de com qu'on a fait, qui sont un peu décalées, un peu drôles, et ça nous aide vraiment beaucoup. Ouais, super fort. Ouais. Et en tout cas, on a des super retours, donc on continue à délirer un peu sur ce volet-là. Et au fur et à mesure, donc là, depuis 1 an, on a vraiment recruté une équipe business, enfin marketing business, qui est vraiment dédiée à la lead gen et à la growth. Et du coup, ça veut dire que tu utilises le mot marketing ou c'est hyper ringard? Je l'ai jamais utilisé. J'ai l'impression que c'est un mot licorne. Personne n'utilise. Tu trouves 2-3 articles sur le sujet, mais c'est déjà un peu passé. Pour autant, au quotidien, toi, sales, market, bosse super main dans la main, non? Ouais. Trop cool. On va commencer à prendre les questions du public en folie. Il y a notamment la question de Marc. Comment faire en sorte que le marketing et le sales partagent les mêmes objectifs? C'est un gros morceau. Très bon point. Nous, on n'a pas, pour le coup, on l'a pas réussi dès le début. On était un petit peu. C'est vrai que le marketing va, au début, encore une fois, ça se limite souvent à de la lead gen. Et puis en fait, le marketing va générer plein de leads. Et puis après, les sales vont les convertir ou pas. Et puis nous, pour le coup, on va en générer une centaine. Et puis on se dit, derrière, ce que je comprends pas, ça convertit pas. Genre, je t'en envoie des centaines. Et puis toi, t'en convertis que des dizaines. Pourtant, ils ont l'air bien. Donc en vrai, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a l'alignement, il est primordial sur plusieurs axes. Déjà sur un espèce de SLA, on peut avoir aussi en interne, où dès qu'on fait de la lead gen, alors nous, encore une fois, on est découpé avec des SDR, account executive, et même on a même des MDR qui sont des marketing development representatives, qui vont traiter uniquement les leads du marketing. Bon, encore une fois, c'est de la taylorisation, mais en tout cas, c'est pas pareil que de faire du pur outbound. Et en sachant que les leads du marketing, ils peuvent venir soit de l'inbound, donc de la production de contenu, avec derrière un petit système de scoring et qui va ensuite les définir en lead qualifiés, ou de l'outbound avec des campagnes. Voici ce que fait Gymlib, prenez de l'info. Et en fait, le SLA, il est important parce que nous, on va envoyer des leads et dans le CRM, demain, on voit que ces leads ont été contactés 2 fois, peut-être. Et on se dit, en fait, attention, parce que ces leads, ils ont quand même un coût. On va dire global, un lead, ça peut avoir, avec l'organique et du paid, ça peut avoir un coût autour un lead qualifié, bien entendu, de 70-80 euros. Et dire, en fait, s'il y en a 200 qui sont pas appelés, ça a quand même un coût pour l'entreprise. Et puis derrière, nous, c'est nos objectifs qui sont directement impactés. Donc, en fait, il y a un truc qui est très important à mettre en place, c'est un SLA, et se dire, en fait, tu t'engages, et on a lu plein d'études là-dessus, sur, en fait, un lead, même quand il demande de l'info, il faut le contacter en moyenne 8 fois pour avoir un retour. Parce que la personne n'a pas forcément le temps, parce qu'elle a oublié. Parfois, il y a même des gens qui remplissent des formulaires et ils s'en souviennent plus. Donc, en tout cas, ça demande un peu d'investissement de chacun pour côté qualité,
de volume côté marketing et qui soit adapté aux objectifs des sales. Donc, et que les sales derrière s'engagent aussi à pas lâcher un lead, de pas l'appeler et dire bon en fait il n'a pas répondu, poubelle, ou même d'un premier refus, un premier mur, de dire bon bah j'abandonne. Donc il y a plein de niveaux de plein de variables dans le SLA sur lesquelles il faut se mettre d'accord pour pas qu'il y ait de points de frustration d'un côté comme de l'autre. Pour moi, c'est le premier point sur lequel il faut s'accorder. Ouais, hyper intéressant. C'est un peu comme ça aussi côté Swile, Andy, ou c'est structuré, ou comment vous êtes pris? Nous, de notre côté, donc le market va faire de la lead generation qui va basculer aux sales, mais on peut aussi avoir on va essayer de promouvoir à fond l'onboard solo. En fait, donc c'est donner assez d'informations aussi aux prospects pour qu'ils puissent onboarder tout seul sans qu'il ait besoin d'un appel commercial. Parce qu'on veut aller vite et en fait, on se rend compte que si on donne les bonnes informations au prospect, il peut s'onboarder tout seul. Et en fait, je pense que nous, de notre côté, on donne un objectif commun, mais pour le coup, à la tribe, donc que ce soit marketing, sales, customer success ou l'équipe innovation. Mais par contre, à chaque fois, chacun a ses contributions individuelles. Et je pense que si tout le monde a dans la tête vraiment cet objectif commun et arrive à bien communiquer, ça roule très bien en fait. Et qui les a fixés justement, ces objets? En fait, pour la partie sales et market, c'est moi. Okay. Et pour la partie innovation, on va dire, et CSM, c'est plus collaboratif. Donc, on échange avec les différentes équipes et ensuite, on voit ce qui passe dans la roadmap. Ouais, vous me disiez tous les deux, on a quand même un tout petit peu préparé, que vous étiez vachement dans la collab dans chacune de vos boîtes entre les sales et market. Il y avait notamment plein de practices. Ouais. On parlait un peu des outils et j'avais l'impression que ce qui ressortait au-delà des outils, c'était plus des rituels sympas avec les équipes, une bonne communication versus des outils qui auraient été game changer. Ouais. Nous, de notre côté, on a différents rituels. Donc, on en a moi, j'ai mes weekly avec la tribe et on a bien sûr des one-one. Et une fois par mois, on a un monthly avec vraiment toute la tribu où on échange un peu sur ce qui s'est passé le mois d'avant et ce qui arrive le mois d'après. Et en fait, pour répondre à une des questions, comment le marketing et le product récupèrent les insights clients grâce aux sales, parce que c'est hyper important. En fait, les sales sont sur le terrain et savent vraiment quels sont les retours. Et ben nous, par exemple, le marketing fait au moins une fois par mois de la double écoute avec des sales différents pour vraiment comprendre les objections, pour voir comment les retranscrire, etc. Mais ça, c'est tous les mois. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'on fait. Après, il y a des échanges vraiment quotidiens, mais plus concrètement, ils font pas mal de double écoute pour comprendre. Comprendre les insights, c'est hyper cool comme practice. Merci Olivier du coup pour ta question. Alors, c'est une petite backpedal sur le sujet des objets, mais c'est la question d'Adrien. Chez Swile et Gymlim, comment sont incentivées les équipes market et grosses? Alors, on a déjà un peu parlé, mais notamment par montant de pipe à générer, cette partie-là. Ouais. Alors, nous, côté market, c'est sur la conversion de leads. Donc, ils ont un certain nombre de leads à convertir, donc à faire onboarder solo par trimestre. Il y a différentes campagnes. Et du coup, on travaille ensemble sur les différentes campagnes, mais c'est par lead converti. Ok, très bien. Et chez toi, Raphaël, c'est organisé comment? Alors, nous, à la base, sur les objets, on a un BP qui est validé avec le board, qui est très atteignable, qu'on booste un petit peu, pour qu'il soit un peu plus ambitieux, et sur lesquels on découle beaucoup de KPIs, dont les North Stars de Gymlib, qui sont le MRR, les MAU, donc Monthly Active Users, et le NPS. Sur le marketing, alors encore une fois, nous on adresse 3 cibles, mais en tout cas sur sales et marketing, le lien en commun c'est la North Star, le MRR, et en fait ça, pour le coup, c'est un KPI qu'on partage et sur lequel sont basés les différents KPIs et les objectifs de chaque équipe. Et pour le coup, nous on les construit avec la Head of Sales. Et le but, c'est que tout le monde soit aligné et qu'ils aient le même objectif commun. C'est potentiellement, alors il y a plein d'objectifs intermédiaires qui sont plus opérationnels, mais en tout cas, il y a un objectif stratégique commun qui est le New MRR et donc qui touche le variable et les objectifs de chaque équipe pour que tout le monde travaille avec le même objectif. Oui, et voilà. Et un autre point qui est intéressant qu'Andy a abordé, faut pas sous-estimer, c'est le mode de distribution. Pour le coup, nous, on n'a pas du self-service
sur notre site. Ça arrivera peut-être un jour. Mais en fait, il y a plein de SaaS qui se passent très bien de sales et donc oui, qui vont plus avoir du CSM. Et en fait, nous, notre organisation, elles vont être très proches avec Andy, je pense. Alors à part ce que vous faites un petit peu de self-service, il me semble, sur les petites boîtes. Mais pour certaines boîtes, même un grand groupe pourra faire du self-service. Donc ça, c'est les extrêmes, même si c'est pas toujours le cas. Et ça va beaucoup conditionner les objets de chaque service et puis aussi tout ce qu'on parlait, le SLA et toutes les mécaniques qu'on peut avoir au quotidien entre les deux services. Il y a aussi, toujours dans le même sens, il y a un petit focus sur le système de tribe. C'est la question d'Aubry. La logique de tribe est très intéressante. Comment déterminer les groupes au sein desquels se trouvent ensuite les parties prenantes sales, market, CS, INO? Les groupes, c'est-à-dire je n'ai pas tout compris à la question, pour être honnête. Ouais, Aubry, est-ce que tu peux réécrire, préciser ta question? Mais en attendant, peut-être tu peux du coup, Andy, nous dire un peu, toi, comment vous en êtes venu à faire le système de tribe et est-ce qu'au quotidien, c'est un truc que tu recommandes voilà. Alors, moi, je vais forcément le recommander parce que en fait, ça fait 1 an et demi, un peu plus qu'il est en place. Et en fait, le sujet, on avait parlé avec Raphaël, c'est que donc on a 2 parties importantes. C'est la partie corpo qui va démarcher les entreprises et la partie affiliate qui va démarcher tous les établissements qui sont susceptibles d'accepter nos cartes. Et en fait, le sujet qu'on avait, c'est comment on priorise. On a plein de sujets, on a plein de verticales, on a plein d'idées. Et en fait, on peut vite aller dans tous les sens. Et avoir le système de tribe, ça nous permet vraiment de garder cette vélocité et d'avoir des gens qui sont spécialisés. Donc, s'ils sont spécialisés supply, et en fait, on peut faire avancer nos projets. Et c'est forcément les mêmes interlocuteurs. En fait, ça nous fait gagner énormément de temps. Enfin, moi, j'ai vécu pour le coup les deux. Et depuis qu'on est en tribe, c'est vraiment, vraiment plus sympa et beaucoup plus agile, en fait. Oui, hyper efficace. Et alors, il y a plusieurs questions dans ce sens-là, mais il y a notamment, tu parlais tout à l'heure de la partie onboarding de tes prospects, notamment ceux qui s'onboardent en solo. Est-ce que tu as un petit focus? C'est Charles de chez Clovis qui pose la question. Ok. Du coup, pour l'onboard solo, en fait, nous, on va utiliser différents séquencing de mails, en fait, en fonction de la taille de la boîte, en fonction du prospect. Et ensuite, on va essayer de les emmener vers des tunnels. C'est des tunnels d'affiliation qu'on a sur notre site où ils ont un maximum d'informations. Donc, normalement, ils n'ont pas besoin de nous contacter après, mais il y a quand même le chat au cas où qui répond en moins d'1 minute s'ils ont des questions. Mais on les rebascule directement sur le tunnel corpo ou affiliate. Okay. Ouais. Et alors un peu différent, mais toujours sur la partie gestion des leads, il y a la question de Geoffroy. Peut-être pour toi, Raphaël, quel outil d'automatisation utilisez-vous pour la génération et gestion des leads? On en a déjà un peu parlé, mais si tu peux revenir là-dessus. On utilise pas mal d'outils. Alors l'outil central chez nous, c'est HubSpot. Qui est pas mal et qui est très hands-on pour avoir testé beaucoup de CRM sans les dénigrer les autres. Sachant que HubSpot n'a pas que des avantages non plus. En tout cas, un de ses gros avantages, c'est que c'est très hands-on et la suite marketing est assez complète, notamment sur tout ce qui est automatisation et scoring et gestion globale des leads. Pour être sûr qu'ils partent pas à droite à gauche ou qu'ils soient pas, on va dire, qu'on n'oublie pas de les adresser. Et après sur la pure lead gen, alors après il y a plusieurs choses sur l'outbound, on utilise les classiques qu'on peut voir un peu partout. Je pense qu'on a utilisé presque tous les outils, mais pour les tester, donc on a utilisé du prospecting, on a utilisé la grosse machine, du Lemlist ou des choses comme ça. Pour le coup, j'ai pas de favori parce que déjà je l'utilise de moins en moins. Enfin, je l'utilise pas du tout d'une façon opérationnelle. Ce sont mes équipes. Et en fait, il n'y a pas un qui ressort parmi tant d'autres parce que les avantages de l'un peuvent être les défauts de l'autre. Donc en fait, on continue de les garder. On utilisait aussi un outil qui s'appelait YouLink qui faisait un peu pareil que prospecting, mais qui est en bêta très très fermé. Et donc voilà. Et après les classiques sur du pay, du SEO, mais en tout cas, ce sont les plus gros outils qu'on utilise, qui sont ensuite passent sur HubSpot. Et les sales utilisent HubSpot pour leurs séquences aussi. Nous, on les produit aussi. On produit les séquences des sales en grande partie. Donc, nous, on n'a pas une logique de tribe aussi poussée que chez Swile.
Mais pour le coup, on a des personnes dans chaque équipe qui sont dédiées à des personas. Typiquement, dans l'équipe brand, on va avoir une personne qui c'est un service très, très support. Et on va avoir une personne qui va s'occuper et qui peut être plus d'une d'ailleurs, mais on va avoir des personnes qui vont s'occuper des décideurs, d'autres des utilisateurs et d'autres des partenaires. Et donc, du coup, on sait directement à qui s'adresser pour améliorer, encore une fois, la vélocité du pipe et pas laisser un lead. Le but, c'est pas de donner un lead et de dire au sales, bon, maintenant tu te débrouilles, je t'ai envoyé un lead. Le but, c'est au contraire d'accompagner le sales dans toute sa démarche. Et s'il a besoin d'une étude de cas, d'une référence, d'un white paper ou autre, on le fait. Et après, on pousse même la chose. On fait beaucoup de grands comptes. On est arrivé en grand compte très rapidement, plus rapidement qu'espéré, on va dire. Au début, on a fait des startups comme tout le monde. En fait, au bout d'un an, on est arrivé très vite sur des grands comptes comme SNCF, RATP, des groupes qui aiment bien les avantages, on va dire. Mais maintenant, ça va. On a beaucoup les gros cabinets de conseil aussi. Et maintenant, on voit que ce sont des comptes très clés. Alors pareil, c'est un gros buzzword. Je pense que tout le monde en fait sans le faire. On est arrivé sur des logiques d'account-based marketing. Et donc là, c'est vraiment de la personnalisation à l'extrême pour accompagner les sales et puis entrer dans ce compte. Et tu as parlé des personas. Comment est-ce que tu priorises le type de persona à engager d'un point de vue sales et marketing, question de marque? C'est une bonne question parce qu'en fait, au début, on se pensait que c'était les DRH, nos interlocuteurs et les décideurs. Et en fait, ça demande beaucoup de connaissances clients. Donc, au début, ça passe par beaucoup d'interviews. Quand je suis arrivé, j'ai dû appeler une centaine de profils RH personnellement. Bon, maintenant, je le fais un petit peu de moins en moins, moins de temps, on va dire. Mais c'est la connaissance client, c'est vraiment le nerf de la guerre pour définir sa stratégie, que ce soit sur la lead gen, de la brand ou autre, et même pour les sales derrière, pour définir l'offre. Et donc nous, on a fait beaucoup de calls et en fait, avec beaucoup de surprises, en pensant que les DRH étaient les décideurs, en fait, ils interviennent assez peu dans la signature. Alors, à mon avis, ils mettent un coup de tampon à la fin, mais c'est pas eux qui gèrent le projet de A à Z et demain aussi qui vont servir pour la rétention. Et donc nous, on a plein de profils. On peut avoir des CSE, des RH avec des dirigeants et sous-divisés. Et aussi, on a un profil qui est ultra important. Après, c'est très lié au fait qu'on soit un avantage. C'est les utilisateurs ou les salariés qui sont aussi des ambassadeurs auprès de leurs décideurs. Et on a beaucoup de leads tous les mois qui arrivent de la part des salariés. Après, la qualité du lead n'est pas le même que si on a le DRH de chez Total. Parce que si on a un salarié de chez Total, c'est un très bon moyen d'entrer dans l'entreprise et c'est un lead qui est traité, bien sûr, différemment des autres, en lien avec les SDR pour le coup, avec une stratégie bien établie sur comment on entrait dans une entreprise via un ou plusieurs salariés. Ok. Du coup, entre-temps, il y a Aubry qui a précisé sa question pour toi, Andy, tu as vu. Yes. Et ma question, c'était comment on trouve la bonne orga en interne pour les sales markets? Est-ce qu'en fonction du client final ou est-ce en fonction du produit qu'on propose? Yes. Alors, du coup, nous, comme Raphaël l'a dit, donc, on a 3 clients, on va dire, c'est les affiliés, les corporates et les users. Et du coup, nous, la tribe est organisée en fonction du client final, donc ça va être les affiliés. Mais par contre, ça a un impact sur le produit. Parce que tout ce qu'on fait a un impact ou sur les users ou sur les corpos. Si on met en avant, par exemple, une nouvelle offre à destination des affiliés, ça sera mis en avant par les sales corpo et il y aura un impact sur le client final qui est l'utilisateur. Donc, en fait, c'est un mélange, mais la base, c'est sur le client final. La tribe, elle est organisée sur le client final. Et j'ai une deuxième question sur la tribe. Ouais, c'est Pierre-Yves. Ouais, comment tu fais les points avec chaque tribe? Y a-t-il un lead par tribe? Ouais, on a un manager, un head of par tribe. Donc, on a un head of en innovation qui gère 6 devs, en CSM 2 personnes, en marketing 4 personnes et en sales une quinzaine de personnes. Mais à chaque fois, il y a un manager. Donc, en fait, quand on fait nos weekly tribes, ce qui est cool avec ça, c'est que tout le monde sait ce qui se passe dans l'équipe. Et vu qu'on a un objectif commun, au moins, tout le monde a le même niveau d'information. Et en effet, on a les responsables par tribe. C'est quoi un peu les difficultés d'une tribe? Parce que ça a l'air hyper cool. Est-ce qu'il y a quand même des points un peu plus complexes? Et il y aura la même question pour toi, Raphaël. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des points de soit blocage, crispation ou des trucs à vigilance en tout cas? Il y a beaucoup d'avantages et je vais dire que le seul inconvénient, c'est qu'on grossit.
on grossit vite. Et en fait, ce que la tribe va faire a de plus en plus d'impact sur les autres tribes, sur le produit. Et donc, on peut perdre un peu en vélocité, même si on va quand même très vite. Mais en fait, il y a plein de sujets où on veut développer des features parce que voilà, on a plein d'idées. Et en fait, on se dit, ah ben non, il faut d'abord valider avec cette personne. Donc, c'est la partie un peu plus chiante, mais on arrive à super bien communiquer. Mais c'est vrai que des fois, on peut perdre un peu en vélocité parce qu'il y a un impact sur toute la boîte, en fait. Mais ça, c'est peut-être un peu le problème de toutes les boîtes qui scalent beaucoup, non? Bah, je pense. En effet. C'est un peu le sujet, quoi. Ok, trop cool. Et toi, du coup, Raphaël, ce serait quoi? Alors, pas les points de blocage, c'est un mot trop fort, mais les trucs, un peu les points de vigilance? Pareil, on est dans les mêmes problématiques, en sachant que dans nos deux entreprises, il y a un cercle vertueux. Alors, en tout cas, plus chez Gymlib, mais en tout cas, tout est extrêmement lié. Si on n'a pas de partenaire, on n'a pas d'entreprise. Si on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de salariés. Si on n'a pas de salariés, ainsi de suite. Et donc, du coup, tout est extrêmement lié. Et en fait, c'est important de ne pas mettre un sujet de côté parce que sinon, ça fait que le château s'effondre. Et donc en fait, c'est plus un sujet aujourd'hui. La problématique que je vois, c'est plus un sujet de priorisation, de gestion des priorités. Et on voit que toutes les équipes ont 1000 trucs à faire. En plus, avec la crise, les priorités ont beaucoup changé. Avant, on était beaucoup sur des problématiques de gestion de croissance. Avec la crise, c'était plus de la gestion de rétention, sachant que sur les 4000 partenaires, on a développé des solutions de live et de sport à domicile, mais c'était pas notre offre. Ouais, c'était bon. Tous les acteurs du sport en ont fait, donc c'était pas une offre très très différenciante. Après, on a essayé de créer nos propres caractéristiques. En tout cas, et pareil, il faut savoir. Et là, en fait, on revient sur des grosses problématiques de croissance. Après, des problématiques ce qui on en avait envie, hein, tant mieux. Oui. Mais en fait, c'est toujours gestion des priorités. Et parfois, on a une équipe qui est sous-staffée et qu'on avait sous-estimé en fonction de la saisonnalité, et la saisonnalité qui est complètement bouleversée par rapport aux nouvelles priorités du moment et qui change. Nous, on a très grosses saisonnalités qui sont d'ailleurs différentes du marketing des sales, parce que nous, on va faire de la génération de leads sur certains moments de l'année, donc à savoir des moments qui sont très liés au sport, aux envies sportives, à savoir septembre et janvier. Et en fait, les closings des sales vont plus avoir lieu fin décembre, en septembre aussi quand même un peu, mais fin décembre et en chaque fin de quarter. Bon, ça, c'est parce que les sales veulent faire leurs objectifs et donc du coup, ils cravachent un peu ils cravachent un peu leurs prospects. Mais en fait, on voit qu'on a quand même un décalage et que en fait, c'est dans la gestion de la relation sales et marketing, c'est important, c'est que en fait, nous, on va toujours créer beaucoup de leads au début et puis en fait, on va pas signer et en fait, sur le papier, quand on regarde un BP et des indicateurs comme le CAC qu'on surveille beaucoup et qui intègrent tous les coûts marketing et sales, et en fait on peut avoir un décalage de CAC. Donc typiquement on va faire beaucoup de volume sur janvier. En fait au niveau signature c'est mauvais janvier parce que tout est passé sur les fins de budget de fin d'année et puis en fait là on redémarre dans un nouveau cycle. Et en fait là le CAC explose en janvier. Par contre si on regarde un indicateur intermédiaire qui sont les leads ou les MQL, Marketing Qualified Leads, ils vont être très bons. Donc voilà un peu les grosses problématiques, c'est que gestion des priorités et puis après les indicateurs qui peuvent être faussés liés à la saisonnalité. Hyper intéressant. Et il y a la question un peu aussi du auteur de Thomas, qui est quelle part avez-vous entre l'inbound et l'outbound dans votre stratégie? Et il vous aide en disant est-ce que c'est plutôt du 60-40, du 30-70 et qu'est-ce que vous avez privilégié? C'est intéressant comme question. Ouais. Nous, on fait beaucoup d'outbound. Beaucoup. On a des commerciaux, des chasseurs. Oui. Après, je pense que le marketing a pris de plus en plus de place, notamment avec le Covid, parce qu'en fait, faire de l'outbound et appeler des fixes sur des gens qui ne sont pas au bureau, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on a un peu moins vécu la période de crise, parce qu'en fait, le Covid, c'est bête, mais ça a accéléré la dématérialisation. Donc, les gens, avec leur titre papier, ils sortaient pas de chez eux, donc ça servait à rien. Alors que forcément, avec la carte, on peut commander sur Deliveroo, Uber Eats, faire plein de choses avec. Et du coup, nous, ça a accéléré ça. Donc, on a eu beaucoup plus d'inbound. Et le marketing, pour le coup, a pris un peu plus de place parce que, en fait, les mailings, les gens n'étaient pas forcément à côté de leur téléphone, mais par contre, ils ouvraient leur mail. Et du coup, ça a pas mal aidé. Donc, je vais dire 70% d'outbound, 30% d'inbound. Et peut-être qu'on est passé sur du 60-40 avec le Covid. Mais on est quand même, ça reste quand même une bonne équipe de chasseurs.
Et côté Gymlib, c'est un peu la même tendance ou? C'est variable. Alors après, je sais jamais, même en tant que marketeur, je sais jamais la différence entre de l'outbound et de l'inbound parce qu'en fait, le marketing, parce que le marketing fait aussi de l'outbound. On parlait des campagnes de séquencing. Pour moi, c'est de l'outbound et en fait, potentiellement de la pub. Alors oui, la personne a choisi de cliquer dessus, mais en fait, quand tu lui mets une pub comme ça toute la journée, on est proche de l'outbound. Pour moi, le pur inbound, c'est tout ce qui est organique et la personne qui prend vraiment bon, pareil, elle peut être biaisée avec toutes les stratégies SEO. Mais je pense que la frontière est un peu floue. Et après, si on parle vraiment de l'outbound sales vs l'inbound ou outbound marketing, alors déjà, les sales, bon, c'est leur métier, mais c'est jamais sympa d'appeler quelqu'un qui attend pas un appel. Et donc, il y a toujours cette barrière à franchir. Donc, s'ils peuvent ne pas la franchir, c'est-à-dire on leur amène des leads, ils sont très contents. Parce que la personne a demandé de l'info, ou même si c'est des leads purement inbound qui ont été nurturés et qui n'ont pas demandé de l'info sur Gymlib, ils ont quelques outils ou quelques arguments à sortir en disant tenez, vous avez téléchargé un livre blanc sur l'engagement via le sport ou sur la santé via le sport ou autre. Et en fait, ça fait quand même deux, trois points d'accroche plutôt qu'appeler quelqu'un pour lui dire salut, est-ce que vous êtes dispo et devoir casser un petit peu ce truc. Donc forcément, les sales veulent toujours plus de lead marketing et plutôt que faire du pur outbound. Et aujourd'hui, on regarde plus en termes de closing. On voit que alors historiquement, on a fait toujours beaucoup de lead gen côté market. Et en fait, on regarde au global, c'est autour de 60 en fonction de la période, 60 à 70% des closings qui viennent du marketing. Alors après, encore une fois, c'est en toute mesure parce que on n'est pas un self-service. Il y a toujours les logiques d'attribution dont on parle beaucoup et qui sont très complexes, où la personne peut venir d'un lead inbound, puis en fait on lui écrit pas pendant 2 ans. Et puis derrière, il y a le sales qui va le rappeler, qui va réactiver, à qui on l'attribue au final, en sachant qu'il y a plein de points, plein de touch points entre temps. Nous, on le regarde de moins en moins parce qu'on voit que c'est de plus en plus complexe et au fur et à mesure, on rajoute beaucoup plus de leviers. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le CAC essentiellement. Puis on regarde un peu le first et le last click, on va dire. Et au final, le loadbound a toute son importance et on lâchera ni l'un ni l'autre dans les mois, dans les années qui vont venir, je pense. Et je me demandais, il y a eu pendant ce temps une question dans la partie chat. Est-ce que vous connaissez la mitraillette à petit suisse? Alors, quelle est la durée pour l'outbound? Le problème reste le ciblage. La mitraillette à petit suisse marche de moins en moins. Ça vous parle ou pas? J'ai jamais entendu parler. Pas du tout. Voilà, je vous apprends un concept. Il est en train d'écrire. Pendant ça, il y a eu pas mal d'autres questions. Plutôt les questions dans la partie. Dans les questions, c'est plus facile pour nous à gérer. Et il y a une question hyper précise. C'est celle d'Amine, qui est aussi expert chez Gartner. Comment vous gérez les déséquilibres entre sales liés non pas à leurs compétences propres, mais aux différents niveaux de maturité des territoires sur lesquels ils bossent? Exemple, un sales récupère 6 fois plus de leads qu'un autre, vu que les territoires sont séparés géographiquement. Ça peut être source de frustration. Comment vous gérez un peu cette... Nous, de notre côté, en fait, les targets sont quand même... elles sont ajustées aussi en fonction du territoire. Et en fait, les cycles de vente peuvent être assez différents parce que chez nous, par exemple, en corpo, la personne qui a la défense, c'est un gros vivier d'entreprise, mais par contre, les cycles de vente sont plus longs en général. Donc, alors que quelqu'un qui est dans le deuxième, il va avoir énormément de startups. Du coup, les cycles de vente sont un peu plus courts. Et après, nous, on est aussi divisé en taille de boîte. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes interlocuteurs. Donc, pour les boîtes de 1 à 100 personnes, on a l'équipe à Montpellier. Ils sont une 50aine ou une 60aine à Montpellier. Et ensuite, au plus de 100, on a les mid qui sont un peu partout en France, donc les commerciaux de terrain. Et après, on a les grands comptes et les marchés publics. Donc évidemment, à chaque fois, il y a des targets différentes et il y a des typologies de clients aussi différents. Mais je pense qu'il faut adapter les targets, en effet. Bien sûr, oui.
il y a aussi une question. Alors, comment ça va, plein de questions. Ah oui, alors pardon, petit focus, on rembobine sur la mitraillette à petit Suisse. C'est une expression qui suggère que les mails non ciblés et peu qualitatifs sont de moins en moins efficaces versus des stratégies d'inbound bien pensées. Ouais, donc ça va dans le sens de ce que tu disais, Raphaël. Merci, Marc, pour le... C'est pour ça que nous, on est parti sur on en fait toujours. On voit chacun a sa théorie. On voit que chaque outil a sa théorie sur du multi-touch point. Notamment, c'est un peu la façon de penser de la grosse machine, Oui. qui dit avant d'écrire un mail, en fait, faut l'ajouter sur LinkedIn, liker 3 de ses tweets et puis avoir 2-3 interactions en amont. Dans la réalité, est-ce que ça marche? Je ne sais pas s'il y a une énorme différence, parce que quand on regarde les outils qui ne le font pas, on a des taux de conversion qui sont sensiblement les mêmes. Et oui, en vrai, il y a la personnalisation est ultra importante. On continue d'avoir cette fameuse mitraillette à petit Suisse, mais avec des taux de conversion qui baissent, mais sur des entreprises qui ne sont pas forcément stratégiques. C'est toujours bien pour se reconnaître, on va dire, même si derrière ça fait de la noto. Et après, là où on va être beaucoup plus spécifique, ça va être sur des stratégies d'account-based marketing. Et donc là, on va être dans la personnalisation extrême des campagnes. Donc, ça va être même pas des campagnes, ça va être vraiment du one-to-one avec un livre blanc ou un hub de contenu dédié à une entreprise. Ok, comme une source de contenu gérée pour tous. Est-ce que vous êtes pour le CRO dans les boîtes ou pas? Un peu à la croisée de vos deux métiers ou... Yes. Après, nous, le CRO chez nous, en réalité, il est beaucoup plus focus sur l'inter. D'accord. On va dire que le business France fonctionne très, très bien. Et du coup, nous, en tout cas, le CRO est beaucoup, beaucoup plus focusé sur le lancement de nouveaux pays. Et là, on a lancé le Brésil, par exemple. C'est comment vraiment on génère du revenu au Brésil et qu'on lance de nouveaux pays. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu les problématiques de CRO parce que moi, on va dire, j'endosse une petite partie de cette casquette et j'étais pas mal renseigné, notamment auprès de Swile, sur que faisait vraiment un CRO parce que c'est un nouveau poste. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il est très, 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 très variable en fonction des boîtes mais un peu comme tous les postes en soi. Et après, est-ce que c'est nécessaire? Nous, je pense qu'on est encore un peu jeune, en sachant qu'on est une centaine. Je pense pas qu'on en a encore vraiment besoin à terme. Pourquoi pas? Mais oui, ça peut être. Ça apporte une dimension très très finance à nos deux métiers, qui sont très liés aux chiffres et à l'argent. Et un petit focus plus précis sur l'orga de vos équipes, en bobine à nouveau, c'est la question de Morgane. Quels sont les métiers présents dans votre équipe Growth versus l'équipe Brand? Donc, je pense que c'est plutôt pour toi, en fait. Alors, nous, on va migrer progressivement d'une équipe Growth à Performance Marketing, qui englobe, parce qu'en fait, l'équipe Growth, historiquement, elle a pour objectif d'accompagner uniquement l'équipe commerciale. Donc, juste la génération de leads et in fine le développement du new MRR, en sachant que c'est une équipe qui a des problématiques très analytiques. On va aussi intégrer tout ce qui est CRM utilisateur, et donc là on est en train de recruter justement cette fameuse personne. On recrute d'autres aussi. Et donc oui, et donc là on a une performance marketing. Donc encore une fois, c'est de reproduire un peu ce que Swile en Tribe, mais avec des logiques brand et performance marketing. Et en fait, performance marketing aujourd'hui, donc c'est très très verticalisé, à savoir il y a SEO, paid et on va avoir CRM et après outbound et donc demain d'autres des product marketing managers par exemple. Et après sur la partie brand, pour le coup on a des profils très contenus et on va avoir des profils plus créa, donc graphistes, designers et en fait les uns travaillent pas sans les autres. En fait le growth c'est très analytique et de produire des automatisations, de faire des analyses et itérer, mais qui va s'appuyer énormément sur le contenu généré par l'équipe brand. Uniquement d'ailleurs. Et on dit, tu l'as dit tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus, il y a aussi du growth dans ta tribe? Ouais. En fait, du coup, nous, on a
Bah, c'est pareil que chez Raphaël. On a la brand, et du coup, la brand, bah, c'est pareil. Hein, tu as du design, de la com, social media, etc. Et ensuite, pour la partie business marketing, là, on a plus de la growth, project manager, du content, etc. Ok, hyper cool. Il est 12h16, on va prendre une dernière question. Je regarde celle avec le maximum de votes. Alors, on a quasi répondu. Ah, on a perdu Raphaël. Il va revenir. 12h16, il a dit c'est bon, je m'en vais. C'est ça, je lui avais promis qu'on serait à l'heure, du coup. Ah. He's back. Trop cool. Alors, il y a pas mal encore de questions, mais on va prendre une. Ouais, les mêmes objectifs. Bah non, mais dans ce cas, un peu plus généralement, peut-être. Et je pense que pour résumer tout ça, que vous avez bien illustré le fait qu'il n'y a pas les sales dans un coin et les marketeurs dans un coin. Les marketeurs avec une vision plus théorique versus les sales un peu bêtes et méchants sur le terrain. Et c'était hyper intéressant d'avoir vos points de vue. Il y a pas mal de similitudes au final entre vos deux tailles de boîtes. Et le fait que vous soyez passé par des tailles de boîtes différentes dans vos vies d'avant, je trouve à donner un peu de hauteur et de profondeur au sujet aussi. Donc, c'était super cool de faire cet event avec vous. Et je crois que dans vos actus, il y a forcément un petit peu de recrutement. Vous voulez nous dire un petit mot? Vas-y, Raphaël. La minute recrutement. Ouais, c'est la petite minute. Bon, par avisio. Non, bah ouais, on recrute un peu sur tous les sujets, donc Oui. pas uniquement dans ma paroisse, mais donc en sales, mais aussi marketing, donc CRM et brand, profil haut niveau, on va dire. Donc voilà. Donc, vous m'écrivez et on fera la bascule. Andy, toi, c'est quoi ton petit point d'actu? C'est pareil, on recherche globalement dans toutes les équipes. Il faut aller sur Welcome to the Jungle, il y a énormément de postes ouverts. Et après, moi, je galère pas mal à trouver plutôt, parce que c'est une création de poste, un sales grand compte. Donc, voilà. Je vais bosser dessus. On va secouer le cocotier du recrutement parce que pour ceux qui sont arrivés en cours, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns. Pour info, c'est un système de cooptation. Donc, l'ensemble des profils arrivent de la part de ce réseau de managers. Et si vous posez des questions et que ça vous a donné envie de rejoindre soit Gymlib, soit aucun des deux, mais de faire un de ces deux métiers, n'hésitez pas à m'écrire. Ce format, il y aura un replay que je vous enverrai dans la journée. Et en non automatique. Et plus globalement, on organise ce type d'événement une fois par mois. Et on est en train de switcher vers le retour à la vraie vie et des events en physique. Donc, on garde le contact. Encore une fois, merci à tous les deux. Et je vous dis à très vite. Merci pour toutes les questions. On a répondu à 95%. Il en reste une ou deux. N'hésitez pas, vous pouvez me les reposer sur LinkedIn. Et au pire, je fais la bascule vers Raphaël et Andy si ça vous va. Yes. Merci tout le monde. Merci Edith pour l'événement. Merci à tous. Et du coup, bon appétit avec juste 1 minute de retard. Merci. À très vite. Salut. Salut.